Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Au long de ces 50 dernières années, les études sur les musiques traditionnelles, mais également celles menées sur les danses, les formes théâtrales et rituelles, ont été impactées de façon plus ou moins prégnante par divers concepts. Ainsi, les questions de folklore et d'authenticité ont-elles été prééminentes dans les années 50 et les études menées dans les années 60 ont fait la part belle, quant à elles, à une approche des cultures selon un clivage institué entre savants et populaires, les monographies concernant les faits musicaux n'échappant pas à cette séparation. Dans les années 70, l'accent a été mis sur le phénomène d'oralité, puis de création dans les années 80, d'identité et de processus identitaire dans les années 90. Aujourd'hui, l'on s'intéresse plus particulièrement au phénomène d'invention ou réinvention, de mondialisation et de patrimoine. Cette recherche n'échappe pas à cette dernière sphère d'influence et s'inscrit donc dans l'environnement du débat actuel sur les questions de patrimoine, de processus de patrimonialisation des musiques traditionnelles, de spectacularisation des musiques de tradition orale. Je suis parti du postulat que j'étais bien face à un processus de patrimonialisation concernant le cantu in paghiera en Corse. En effet, ce qui caractérise ce processus, dont la définition sera précisée au long du premier chapitre, était réuni, à savoir une conscience patrimoniale, une classification, le patrimoine culturel immatériel et une protection, inscription sur la liste de sauvegarde d'urgence. Ce phénomène de patrimonialisation avait commencé au cours des années 70 avec l'émergence d'une conscience patrimoniale concernant le risque de disparition du cantu in paghiera, et s'est incarné dans le mouvement de réappropriation culturelle de cette époque qui fit découvrir ces chants traditionnels. Deux axes structurent mon projet de recherche et constituent la problématique de ce travail. Le premier axe porte sur la patrimonialisation d'une pratique de polyphonie vocale en Corse et s'articule autour de deux objectifs. En premier lieu, une réflexion critique sur les notions de patrimoine et de patrimonialisation, que l'on trouvera dans la partie initiale de cet ouvrage, accompagnée d'une analyse sur les raisons de l'inflation des projets d'inscription au patrimoine culturel immatériel, PCI. Suite à l'enquête de terrain, le deuxième objectif consiste à analyser les niveaux à l'œuvre dans le processus de patrimonialisation du cantu in paghiera en Corse. Après avoir précisé les caractéristiques formelles et techniques de cette pratique vocale insulaire, les principales étapes de ce processus de reconnaissance par l'UNESCO seront dégagées, les divers acteurs identifiés et les enjeux de ce processus seront examinés dans leur application nationale et régionale ainsi qu'au niveau de la communauté des praticiens. Le second axe appréhende ces mêmes pratiques sous l'angle d'une signature performancielle. D'ordre méthodologique, mais aussi épistémologique, il consiste à illustrer le rôle du geste musical et plus précisément celui de la signature performancielle singulière dans la stylistique des patrimoines vocaux polyphoniques en Corse. En axant la démarche sur la gestuelle corporelle, en incluant le corps musicant et les conduites d'écoute vocale, j'espère contribuer à une nouvelle compréhension de la stylistique vocale tout en participant à une théorisation du geste musical en anthropologie. Cette réflexion sur la patrimonialisation à l'œuvre se poursuit dans le troisième chapitre, par un panorama de l'histoire du cantu in paghiera. Des hypothèses sont formulées quant à l'origine du chant polyphonique dans l'île. Une analyse de la vocalité spécifique du cantu in paghiera est proposée au travers de ses caractéristiques formelles et esthétiques. Le chapitre se poursuit par une approche du mouvement de réappropriation des années 70 et ses conséquences dans le domaine du chant, pour se conclure par un premier bilan des pratiques vocales polyphoniques à aujourd'hui. Enfin, pour conclure, suite à la présentation du déroulement du projet de reconnaissance par l'UNESCO dans le 4e chapitre, on trouvera une analyse sur les acteurs et les enjeux de la patrimonialisation du cantu in paghiera. Chapitre 1 Patrimoine et patrimonialisation, le point de vue de l'anthropologue. Introduction. La problématique du patrimoine a été développée au sein des sciences humaines et sociales, principalement durant ces 30 dernières années, comme une réaction à l'étendue de ce phénomène dans les espaces culturels les plus divers, en Europe comme sur d'autres continents tels les Amériques du Nord et du Sud ou bien l'Australie. Dans le langage ordinaire,
Le terme patrimoine renvoie au bien d'un groupe, transmis d'une génération à l'autre. Les dictionnaires des différentes langues consacrent cette acception large culturelle du terme, à côté de son sens restreint juridique, qui comprend la totalité des droits et des obligations de nature économique d'une personne physique ou juridique. C'est le premier sens que j'ai retenu dans la recherche que j'ai réalisée, et c'est sur celui-ci que repose l'analyse qui suit et qui cherche à montrer les voies empruntées par les sciences humaines, particulièrement par l'anthropologie dans les recherches sur le patrimoine. En parlant du phénomène patrimonial et de son étendue dans le monde entier, j'entends rendre compte des manifestations de plus en plus diverses, visibles et saisissantes concernant l'importance que les sociétés actuelles prêtent à l'héritage culturel du passé. Cette importance quantitative s'observe au regard de la croissance spectaculaire du nombre des biens patrimonialisés, c'est-à-dire des biens auxquels on a accordé la qualité de patrimoine et par la diversification des types de patrimoine. Si le XIXe siècle est dominé par le patrimoine bâti et matériel, surtout religieux, mais aussi muséologique, suivi de près par le patrimoine archéologique, ces dernières décennies ont vu s'imposer de nouveaux types de patrimoine, celui immatériel dénommé également en langue anglaise intangible, rendu souvent en termes ethnologiques tels que les coutumes, rites, manières de vivre ou de savoir-faire, mais aussi le patrimoine industriel, archivistique, paysager ou naturel. En même temps, le concept de patrimoine matériel traduit par le terme anglais tangible heritage s'est élargi jusqu'à renfermer toute une diversité de bâtiments, monuments, ensembles et sites urbains, ruraux, maritimes, tandis que le patrimoine immatériel a intégré un nombre de plus en plus croissant de différents types d'objets d'art ou décoratifs, des livres, etc. À cette diversification typologique vient s'ajouter la sphère de référence, elle aussi élargie, et qui, à cause de l'idée d'humanité qu'elle implique, dépasse aujourd'hui les frontières nationales, comme le prouve le concept de patrimoine mondial imposé par l'UNESCO et le label récent du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. De plus, sans contredire l'existence d'un patrimoine local, régional, national ou mondial, le discours public, politique ou scientifique recèle des types patrimoniaux encore plus larges, pas encore légiférés de manière directe ou explicite, le patrimoine du vivant ou patrimoine humain, tel l'héritage génétique et le patrimoine naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles menacées de la planète comme l'eau, l'atmosphère et l'environnement. L'évolution patrimoniale a entraîné aussi le développement de certaines compétences spécifiques, nécessaires au classement et à la protection du patrimoine. Des compétences scientifiques, en archéologie, histoire de l'art, architecture, technique, nécessaires à la protection et à la restauration du patrimoine, de gestion proprement dite, la muséographie, l'inventaire des objets, ou bien politico-administratives, nécessaires aux politiques et aux programmes patrimoniaux. En même temps, certaines disciplines telles que l'urbanisme, la géographie, l'économie, les sciences juridiques se sont munies de spécialisations qui approchent le phénomène patrimonial à travers des perspectives qui leur sont propres. Au niveau politico-administratif, on a vu apparaître durant les années 60 et 70 des organismes spécialisés pour le classement et la protection du patrimoine. Les structures destinées à la protection du patrimoine se sont développées également plus tard sur le plan international, comme conséquence de l'implication et de la mobilisation des spécialistes du monde entier, mais aussi, consécutivement à la prise en compte par de nombreux États de l'importance de la mission de reconnaissance et de conservation du patrimoine. Les organisations internationales les plus importantes aujourd'hui dans le domaine du patrimoine sont l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, le Conseil international des musées, ICOM, et le Conseil international des monuments et des sites, ICOMOS. Cette dernière organisation, centrée sur la protection des monuments historiques, a été créée en 1964 à l'initiative de l'UNESCO, conformément à la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites. Cette charte, conçue à l'issue du deuxième congrès international des architectes et des techniciens des monuments historiques réunis à Venise en 1964, représente l'un des documents de référence dans le domaine de la protection du patrimoine matériel. Une autre chose tout aussi digne d'être mentionnée est la décision du Conseil de l'Europe de proclamer l'année 1975 comme année européenne du patrimoine architectural. Les différents niveaux auxquels se situe de nos jours la reconnaissance,
la conservation et la valorisation du patrimoine, tout comme la diversité des perspectives à travers lesquelles on approche le phénomène patrimonial, se croisent et influent les uns sur les autres en rendant la problématique patrimoniale d'autant plus riche, complexe et difficile à fixer dans des catégories précises. À ce sujet, il faut signaler l'influence que l'ouvrage d'Alois Riegel, Le culte moderne des monuments. Son essence et sa genèse a eu sur le développement institutionnel et juridique de ce domaine. L'évolution spectaculaire du phénomène patrimonial dans le monde montre et justifie à la fois l'importance du patrimoine en tant que sujet de recherche surtout au sein des sciences humaines, sociales et de l'histoire, mais aussi de la géographie culturelle, des sciences politiques ou de l'écologie. En Europe comme aux États-Unis, l'intérêt prêté au patrimoine s'est manifesté par la parution d'une littérature académique très abondante, par la création de collections spéciales de livres, de magazines, de centres d'études spécialisés ou encore par le développement de spécialisations post-universitaires en patrimoine et héritage, selon la terminologie anglo-saxonne, par l'organisation de conférences, colloques et journées d'études consacrées à ce sujet. Vu cette évolution spectaculaire du phénomène patrimonial dans le monde entier, on peut affirmer que le terme patrimoine n'est pas un mot qui ne crée pas son institution, appelé à disparaître, mangé par d'autres ou balayé par le cours du temps, tel un mollusque incapable de secréter sa coquille. 1. L'apparition des attitudes patrimoniales. Le terme patrimonium désigne depuis le XIIe les biens privés inaliénables. Ceux-ci se transmettent à l'intérieur de la famille, d'une génération à l'autre donc, en principe, par filiation. La portée juridique du concept ainsi défini est évidente, la propriété étant avec la transmission une donnée essentielle. Sa nature, d'abord matérielle est tout aussi symbolique, d'où par exemple le nom patronymie. Le patrimoine devient ainsi un capital, à la fois économique et symbolique, une unité profonde s'instaurant de la sorte entre le premier sens du mot et l'idée de famille. Le patrimoine fonde la famille à l'intérieur, entre ses membres liés par une communauté d'intérêts, comme à l'extérieur. Familial ou individuel, le patrimoine, au sens juridique d'héritage, est indivisible et inaliénable. Vers la fin du XVIIe siècle et surtout à partir du XVIIIe siècle, le terme s'élargit et suite à un glissement de sens, il recouvre depuis lors l'acception de biens collectifs, matériels ou symboliques, de la communauté ou de la nation. Cette évolution du terme montre la manifestation d'une nouvelle attitude de la société, qui commence à accorder de la valeur aux biens matériels ou immatériels, humains ou naturels, c'est-à-dire pour ce dernier en dehors de la sphère d'influence de l'homme. Cette attitude, qu'on peut dire patrimoniale, a connu son apogée et ses résultats les plus spectaculaires durant la deuxième moitié du XXe siècle, époque qui fournit et met au point les législations nationales relatives à la protection du patrimoine et qui connaît, de plus, un développement sans précédent du tourisme culturel. Une première distinction à faire est celle entre le patrimoine officiel, dont le statut est consacré par la loi, et celui non officiel, que l'on trouve dans des actions quotidiennes des groupes sociaux, celui qui, selon Michel Rothenberg, regroupe les objets patrimoniaux labellisés, institutionnalisés, le patrimoine par désignation et le patrimoine social ou ethnologique, qui comprend également des paysages, des lieux, des souvenirs partagés. Le patrimoine par appropriation. Cette distinction a son pendant dans le champ de recherche de la patrimonialisation. Cette première partie s'attache à faire une analyse du patrimoine et de la patrimonialisation officielle, dont il sera aussi question dans la recherche réalisée sur la situation particulière du Cantu in Paghiera. Mais je parlerai aussi du patrimoine et de la patrimonialisation non officielle, à chaque fois que mon analyse sur le patrimoine officiel et ou institutionnel ainsi que sur la patrimonialisation seront nécessaires, afin de compléter et de rendre plus clairs certains aspects. La diversification extraordinaire de ce que le XXe siècle a défini comme patrimoine et l'importance qui y a été et qui lui est encore attachée à tous les niveaux de la société, depuis celui politico-administratif à celui des associations locales, régionales ou internationales, ont fait surgir des questions légitimes telles que: pourquoi un tel épanouissement du patrimoine? Quelles sont ces conditions qui l'ont permis? Ou encore, que dit cette évolution spectaculaire du patrimoine sur la société contemporaine? Afin d'y répondre,
il est nécessaire que l'on s'arrête en premier lieu sur une question antérieure du point de vue logique et chronologique. L'identification de l'époque où une nouvelle attitude patrimoniale est apparue en Europe, cette attitude qui trouve dans les artefacts du passé un héritage de valeurs, digne d'être conservé et transmis aux générations suivantes. Des nombreuses recherches historiques qui ont été réalisées et qui constituent une littérature très riche. Je ne présenterai plus loin que quelques-uns des repères les plus importants afin de dresser ainsi un tableau général des hypothèses véhiculées jusqu'à présent. J'opérerai une distinction entre deux types de perspectives. Celle qui traite du patrimoine en tant qu'objet qui recèle certains traits spécifiques, et celle qui traite du patrimoine en tant que produit flexible et hétéroclite du processus de patrimonialisation. Je nommerai perspective essentialiste, celle qui cherche à établir les traits intrinsèques du patrimoine en général, et perspective dynamique, celle destinée à rendre compte de la diversité des formes et du caractère contradictoire des différents aspects du patrimoine. Quoique les deux types de perspectives se superposent assez souvent dans les théories du patrimoine, je vais les discuter indépendamment, chacun ayant sa propre logique interne et ses propres conséquences. Le caractère ouvert de la problématique patrimoniale à l'intérieur des sciences humaines et sociales a engendré des déplacements d'intérêt et des logiques disciplinaires ayant abouti à une certaine incertitude quant à l'appartenance disciplinaire des études, mais qui ont présenté l'avantage d'enrichir la problématique patrimoniale. Aussi ne vais-je pas suivre de façon rigoureuse les approches propres à l'anthropologie du patrimoine, mais plutôt privilégier la présentation des problématiques les plus significatives, génératrices de positions théoriques et de résultats de recherche s'inscrivant dans le champ des sciences humaines, histoire, anthropologie, des sciences sociales ou d'autres disciplines apparentées. L'interdisciplinarité est d'ailleurs l'une des premières remarques qui s'impose à l'esprit lorsqu'on aborde ce domaine. C'est un atout, mais aussi l'un des facteurs de risque du métadiscours patrimonial, car elle peut conduire à des confusions théoriques ou terminologiques. Dominique Poulot, l'un des historiens les plus influents, spécialisé dans l'histoire du patrimoine, nous fait remarquer les risques que l'on court à projeter de manière rétrospective une certaine définition et signification du patrimoine. Employer ce terme pour désigner une large série de pratiques et d'objets surgis tout au long des siècles, c'est y projeter une fausse homogénéité. Même si l'on prouve une certaine aisance à découvrir des similitudes entre les attitudes de reconnaissance et celles de protection des artefacts anciens, il y a pourtant des différences significatives entre les deux. Aussi il vaut mieux utiliser, pour les différentes époques, des termes tels que monument historique ou œuvre d'art au lieu de patrimoine. En essayant de refaire l'histoire du patrimoine et de ses pratiques en Europe, Poulot y identifie deux moments essentiels, la Renaissance italienne et la Révolution française de 1789. Le premier moment marque les débuts de la future tradition relative à la conservation de l'héritage matériel commun. C'est l'époque qui voit naître l'histoire de l'art, et où la papauté met en œuvre des politiques destinées à la protection des antiquités romaines. Mais ces actions et les principes qui les soutiennent ne sont pas comparables aux gestes actuels de reconnaissance et de protection du patrimoine, car elles s'intéressent uniquement à certaines catégories de biens, en privilégiant une certaine époque et une certaine culture focalisée sur l'Antiquité romaine. Ces attitudes et pratiques sont loin d'être universelles. Elles n'auront aucun rapport, comme dans les époques qui vont leur succéder, avec des concepts tels que la nation, l'identité ou la responsabilité envers les générations à venir. Au XVIIIe siècle, l'ensemble des événements ayant lieu lors de la Révolution française conduit à une certaine prise de conscience ayant pour résultat la prise en compte de l'importance des œuvres d'art, exposées à la frénésie révolutionnaire souvent destructrice et leur prise en charge afin de les sauver. La nouveauté fondamentale de cette époque réside dans la possibilité offerte à chaque citoyen d'assumer la responsabilité de la construction de l'héritage collectif et de donner à l'histoire nationale une nouvelle signification, celle d'un corpus qui renferme l'héritage des prédécesseurs. Pour l'État-nation, le grand public devient responsable et en même temps bénéficiaire de la conservation des valeurs culturelles héritées, valeurs destinées à contribuer à l'éducation du peuple et au renforcement du sentiment national. Depuis lors, et jusqu'à la fin du XXe siècle,
les attitudes et les comportements de type patrimonial ne cessent de se transformer et d'évoluer de façon à ce qu'aujourd'hui le patrimoine soit censé représenter le garant le plus fidèle de notre identité, soutient Despoulot. À présent, le patrimoine n'est plus un moyen de développement de l'esprit et il n'obéit plus non plus aux exigences de l'urgence, sauf dans le cas de l'inscription sur la liste de sauvegarde d'urgence de l'UNESCO d'un bien immatériel en danger de disparition complète, ou aux craintes de destruction, mais c'est le fruit de l'effort de la société actuelle de devenir consciente d'elle-même. Une autre référence tout aussi importante dans le champ d'analyse des attitudes patrimoniales est l'ouvrage de l'historienne d'art, Françoise Choët, L'allégorie du patrimoine. Celle-ci exprime dès le début son intention de faire une nette démarcation entre deux domaines différents, celui des monuments et celui des monuments historiques, en examinant les rôles que la société leur assigne ainsi que leur destin à long terme. Par conséquent, si les monuments sont destinés dès le début à garder une vive mémoire d'un individu ou d'un événement, les monuments historiques acquièrent leur statut avec le temps et indépendamment de leur fonction initiale. Ainsi définie, l'historienne constate que les monuments sont présents à toute époque et dans tous les espaces géographiques, tandis que les monuments historiques sont une invention relativement tardive de l'Occident. C'est à l'époque de la Renaissance du XVe siècle que remonte leur apparition, époque où, suite au statut privilégié acquis par l'art et à la manifestation de l'intérêt pour l'histoire en tant que discipline, on voit naître les attitudes patrimoniales. L'attitude des humanistes, hommes de lettres ou artistes est celle de l'Église catholique envers les objets anciens appartenant exclusivement à l'Antiquité gréco-romaine, peut être considérée comme patrimoniale au regard de la valeur et la protection qu'on leur accorde, même si cela se fait de façon irrégulière. La Renaissance voit dans l'Antiquité une époque glorieuse, digne d'être respectée et d'en suivre l'exemple. La considération pour les qualités esthétiques des objets est secondaire, et se manifeste surtout parmi les artistes qui les prennent comme modèle pour leurs œuvres. Aussi peut-on affirmer que les antiquités sont les ancêtres des monuments historiques, qui voient le jour plus tard. Ce sera ensuite le tour des antiquaires de jouer le rôle principal dans le développement et la systématisation des actions de conservation des objets anciens. Dans le chapitre dédié à ceci, F. Choët fait une remarque importante. Tout se passe comme si des enjeux affectifs, autrement puissants que l'amour du savoir ou l'amour de l'art, étaient nécessaires pour que soit instaurée une conservation matérielle et systématique des monuments historiques, avec les stratégies réglées de défense et de restauration qui en sont le corollaire. En proposant comme exemple pertinent le cas de l'Angleterre, l'historienne souligne le rôle de la réforme avec ses dégâts dans la cristallisation de la conscience patrimoniale, manifestée par la prise de mesures réelles pour la conservation et même la restauration des objets anciens. Le système ainsi créé par les antiquaires, dans le contexte donné, a fonctionné jusqu'au XXe siècle. Ce qu'ont réalisé les antiquaires après la réforme religieuse, dans l'Angleterre du XVIIe siècle, c'est ce qu'a entrepris l'État dans la France du XVIIIe siècle, après la Révolution de 1789. D'une manière similaire et dans un contexte comparable du point de vue des destructions des œuvres d'art et d'architecture, la France commence de mettre en place des institutions ayant les responsabilités d'inventorier et de protéger les monuments historiques, syntagme employé pour la première fois en 1790. Mais, la reconnaissance au niveau européen des monuments historiques n'aura lieu qu'après les années 1820, quand la révolution industrielle met en danger l'environnement humain traditionnel. Les sociétés européennes, surtout l'Italie et l'Autriche, se dressent alors pour défendre les valeurs menacées et se mettent même à créer des cadres théoriques complexes et nuancés visant la conservation des monuments historiques. L'histoire de l'art en tant que discipline qui commence à prendre forme au XIXe siècle, contribue à la reconsidération de la qualité d'œuvres d'art des monuments historiques qui cessent ainsi de n'être que des témoignages du passé. En ce qui concerne les principes de la restauration des monuments historiques, les Anglais, comme par exemple John Ruskin, William Morris, et ensuite les Italiens comme Gustavo Giovannoni, initient et développent des systèmes théoriques qui influencent aujourd'hui encore les pratiques de la restauration au niveau international. De nos jours, la globalisation et l'eurocentrisme influent sur l'explosion sans précédent des pratiques patrimoniales. Quant aux quartiers historiques des villes, deux positions différentes se font remarquer, visant la manière dont il faut envisager leur conservation.
L'une, qu'on retrouve aussi dans la législation française regardant les secteurs sauvegardés, affirme la nécessité de muséifier les réseaux urbains, de les conserver tels quels. L'autre, illustrée par la recommandation UNESCO de Nairobi, le 1976, concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans la vie contemporaine, affirme l'importance d'encourager le développement des réseaux urbains vivants et adéquats à l'habitation contemporaine. F. Choe opine que cette dernière position est une bonne solution contre la banalisation des sociétés que le processus de globalisation sous-tend. À la différence des opinions avancées par Dominique Poulot et Françoise Choe, l'historien Jean-Michel Legnaud affirme, à l'aide d'arguments appartenant à l'archéologie, que les monuments historiques ne sont pas une image de la modernité, mais un moyen de relier le présent au passé, de confirmer l'origine et l'identité d'une communauté, moyen qui a cette fonction depuis la Grèce antique et l'Empire romain. Les termes patrimoine et historique, attachés aujourd'hui à celui de monument, ne sont qu'un instrument de plus à souligner la valeur que la société contemporaine donne aux vestiges du passé. L'élément nouveau de la Révolution de 1789 n'est pas l'intérêt pour le passé et la conservation de ses vestiges matériels, mais le principe qu'elle pose. La collectivisation des œuvres d'art, des livres et des monuments d'architecture, pour ce qui concerne les églises et les abbayes, ainsi qu'un corollaire, l'intervention exclusive des pouvoirs publics en cette matière. Elle a instauré par voie autoritaire au profit de la nation représentée par l'État, un transfert de compétences dans le domaine culturel et patrimonial, compétences qui, jusqu'alors, étaient assurées par l'Église. Mais l'intérêt des gens pour le passé, leur désir de conserver la présence matérielle ou immatérielle des époques révolues, en d'autres termes leur attitude patrimoniale, n'est pas l'invention de la modernité. Textes et données archéologiques autorisent à mettre l'accent sur le lien qui unit filiation, culte des morts et héritage, qu'il s'agisse d'une filiation charnelle ou, comme c'est le cas des sociétés issues du christianisme, d'une filiation spirituelle. Voyons-y la manifestation, probablement la plus ancienne, de la conscience patrimoniale. On peut donc remarquer que J.M. Legnaud n'institue aucune démarcation entre monuments et monuments historiques, comme le fait F. Choe. La perspective d'ensemble de J.M. Legnaud sur les moyens par lesquels les sociétés affirment leur identité par la mémoire autorise celui-ci à soutenir l'idée de l'existence d'une conscience patrimoniale durable. Une autre approche qui favorise la continuité de la conscience patrimoniale tout au long de l'histoire sans pour autant fixer son universalité, est présentée par le philosophe Christophe Paumian. Également historien, celui-ci cherche à saisir la continuité à travers la succession des différents types d'attitudes patrimoniales et de la manière dont celle-ci s'est manifestée en Europe et dans le monde entier, sans oublier non plus les moments de rupture qui ont engendré de nouvelles significations de la patrimonialisation. Le philosophe et historien affirme que la construction du patrimoine culturel trouve ses origines en Italie, au moment de la naissance du christianisme, d'où il s'étend vers le nord de l'Europe grâce à la circulation des biens de l'Église et de ceux des princes. Vient ensuite la Renaissance italienne, un autre moment important dans le domaine de la patrimonialisation, car c'est alors qu'apparaissent les premiers musées et les premières mesures de conservation des monuments. Et finalement, le XIXe siècle qui amènera la révolution industrielle et la transformation de l'agriculture et des relations sociales qu'elle suppose, ainsi que la préoccupation des États de créer une cohésion sociale au caractère national. Ce mouvement qui se manifeste du Nord, l'Angleterre, les pays scandinaves, vers le Sud, la France, l'Italie, l'Espagne, supposera l'apparition des collections et des musées d'objets médiévaux et préhistoriques et marquera les débuts du processus de conservation des cultures rurales. Un dernier moment important de cette évolution ou extension du champ patrimonial est à placer à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où l'on assiste à une démocratisation patrimoniale, à l'apparition du tourisme populaire. Afin de synthétiser les conceptions des historiens mentionnés, au risque de perdre de vue les nuances qui en font la différence, je retiendrai deux types importants de perspectives pour m'arrêter par la suite sur leurs points de convergence, que j'analyserai dans le cadre du sous-chapitre 3.1. Il y a d'un côté la perspective de la construction lente tout au long de l'histoire, de l'attitude patrimoniale, celle qui pose son universalité et son omniprésence. Cette conception envisage l'attitude patrimoniale comme un trait profondément humain, quelles que soient ses formes ou les supports dont elle se sert.
D'un autre côté, une deuxième perspective pose sans nier l'évolution de la conscience patrimoniale durant les 5 derniers siècles, la possibilité d'en parler seulement à partir de certains moments marqués par un changement radical de point de vue économique, politique ou social. C'est une conception qui met donc l'accent sur le rôle essentiel des événements sociaux ou politiques, en attribuant simultanément au progrès scientifique, en archéologie ou en histoire de l'art par exemple, une moindre influence. Ces disciplines contribuent elles aussi, d'une certaine façon, au développement du domaine en question, d'autant plus que les actions de conservation patrimoniale seront légitimées de plus en plus par le discours scientifique. La mise en relief de cette idée n'est pas sans importance, car elle laisse transparaître le caractère socialement construit et souvent politiquement chargé du patrimoine, en soulignant que celui-ci n'émerge pas du discours scientifique de l'esthétique ou de l'histoire de l'art pour s'adresser au grand public, mais qu'il est le résultat des grands mouvements sociaux et politiques. Les approches ultérieures, relatives à la nature du patrimoine actuel et à son processus de génération et d'utilisation, auront comme point de départ la même présupposition de son caractère social. Mais on constate aussi l'existence d'un point de convergence des différentes théories sur la naissance et l'évolution de l'attitude patrimoniale. C'est l'intérêt actuel pour le patrimoine, d'une intensité sans précédent dans l'histoire, intérêt assez représentatif de la société contemporaine. En plaçant la patrimonialisation intensive et extensive des dernières décennies dans le contexte des transformations importantes du XXe siècle, les chercheurs y trouveront des rapports directs, sur lesquels je reviendrai au sous-chapitre 3.1. 2. Perspective essentialiste sur le patrimoine, quelques notions et principaux concepts. Les perspectives essentialistes présentées dans ce qui suit sont dues, principalement, au dialogue interdisciplinaire des sciences historiques et sociales. Les thèmes visés se placent à des niveaux de généralité différents et renvoient au patrimoine en général, au patrimoine construit, les monuments historiques, ou au patrimoine mobile, présent dans les musées et dans des collections. La diversité des réflexions qui vont être évoquées sera ordonnée et classifiée selon les relations entre les principaux concepts qui y sont impliqués, mémoire sociale et patrimoine bâti, mémoire versus patrimoine ou encore patrimoine et oubli. Je vais aussi donner une suite aux conclusions des théories présentées, en montrant leurs conséquences possibles dans le champ de la problématique des monuments historiques. 2.1. Mémoire sociale et patrimoine bâti. J'examinerai premièrement la notion de mémoire et pour ce faire, j'aurai recours aux ouvrages de Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire paru en 1925, et La mémoire collective, livre posthume paru en 1950, ce dernier comprenant différents textes, dont les uns inachevés, mais qui renferment une pensée unitaire sur la mémoire. La première approche soutient la théorie du caractère essentiellement social de toute mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective. Le caractère social de la mémoire est dû à l'impossibilité de celle-ci d'exister en dehors de certains cadres sociaux, c'est-à-dire des structures de pensée construites sur les souvenirs et qui assurent l'unité des représentations collectives. L'espace, le temps, le langage en sont autant de structures permettant la manifestation d'une mémoire individuelle ou collective. On est assez étonné lorsqu'on lit les traités de psychologie où il est traité de la mémoire, que l'homme y soit considéré comme un être isolé. Cependant, c'est dans la société que, normalement, l'homme acquiert ses souvenirs, qu'il se les rappelle, qu'il les reconnaît et les localise. Le rappel des souvenirs n'a rien de mystérieux. Il n'y a pas à chercher où ils sont, où ils se conservent, dans mon cerveau ou dans quelques réduits de mon esprit où j'aurai seul accès, puisqu'ils me sont rappelés du dehors, et que les groupes dont je fais partie m'offrent à chaque instant les moyens de les reconstruire, à condition que je me tourne vers eux et que j'adopte au moins temporairement leur façon de penser. C'est en ce sens qu'il existerait une mémoire collective et des cadres sociaux de la mémoire, et c'est dans la mesure où notre pensée individuelle se replace dans ces cadres et participe à cette mémoire qu'elle serait capable de se souvenir. Les textes de la mémoire collective présentent une perspective différente de la relation entre la mémoire individuelle et celle collective, en ce sens que la mémoire individuelle ne prend plus appui sur celle collective comme sur quelque chose qui lui est extérieur, mais elle actualise cette dernière en l'intériorisant. La notion de mémoire est maintenant clairement définie, telle qu'elle ne l'était pas dans les cadres sociaux de la mémoire où l'on la confondait avec la mémoire collective.
Par mémoire sociale, Monsieur Albvax entend les fragments. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.